Cette émission est présentée par Harley-Davidson Prémont. Merci d'être là. Je vous souhaite évidemment une belle semaine de relâche. Il y a des milliers de jeunes, autant au niveau secondaire, primaire, qui le sont en ce moment. Profitez du bon temps en famille. Et c'est ce que je vous souhaite d'ailleurs pour la prochaine heure. Avec, pour votre information, des invités. On parlera de divertissement comme le cinéma, Nicolas Vincent Poirier. On veut garder une routine pour continuer quand même à s'entraîner cette semaine, malgré peut-être le congé pour vous avec vos enfants. Ce sera possible avec Isabelle Dominique Cros et ses capsules 2 temps, 3 mouvements. Il y aura Linda Vaillant, qui est pharmacienne, qui viendra nous parler des enjeux pour les pharmaciennes et pharmaciens sur le territoire lavallois. Aussi, peut-être pour, OK, je vous dirai pas le mot devoir, vous en êtes un peu peut-être, et les leçons éloignées pour une semaine, mais rapidement, ça redeviendra votre quotidien, la routine, autant pour les parents que pour les jeunes. D'Alloprof, Marc-Antoine Tanguy, qui en est le porte-parole. Aussi, on aura l'occasion de parler du mouvement Chaîne de vie avec Lucie Dumont. On vous souhaite une très belle émission. Avec bientôt la relâche des activités de plein air extérieur, vouloir garder un peu un semblant de routine tout en étant en congé, ça, c'est quelques-unes des choses qu'on voudra peut-être aborder justement avec Isabelle Dominique Cros, qui est experte en fitness, et justement aussi que vous pouvez voir sur nos ondes avec les capsules pour se mettre en forme au quotidien, se garder en forme aussi, 2 temps, 3 mouvements. Et je l'accueille encore une fois. Salut Isabelle Dominique Cros. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Justement, je faisais comme repère allusion dans l'introduction à la semaine de relâche. Oui. Déjà que les gens sont déjà dans un rythme infernal, les parents qui nous écoutent, qui vont peut-être avoir congé durant la période de la relâche, justement, vont probablement peut-être même être encore plus dans un rythme infernal pour pouvoir occuper les enfants puis passer du temps de qualité ensemble. Puis si on veut quand même conserver un peu de notre routine, pas trop s'en sortir, que ce soit moins, disons, difficile d'y recourir et d'y revenir suite à la relâche. Qu'est-ce que tu nous suggères là, pour peut-être s'entraîner de façon express, mais que ça peut avoir quand même des apports bénéfiques? Là? Bien, excellente question. Et d'ailleurs, je pense qu'on va tous souligner 1 an de pandémie oui. dans quelques jours à peine. Et je pense que les parents ont probablement besoin de prendre soin d'eux beaucoup à cette période de l'année, parce qu'on a besoin d'être, tu sais, comme parents, très, très créatifs, prendre soin de nous, prendre soin des gens autour. Alors, la question est excellente. Je pense qu'il faut, tu sais, je reviens toujours au concept d'être réaliste. Alors, dépendamment des possibilités, qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui n'est pas ouvert, dans quelle région on habite, il faut tenir compte de ça. Mais là où moi, je pourrais peut-être les aider un petit peu, c'est les capsules que je propose. Et en fait, revenir toujours à l'idée que un peu, c'est mieux que rien et ça fait énormément de bien. Alors, un peu de mouvement fait énormément de bien. Alors, on se culpabilise pas. S'il fait beau dehors, on va jouer dehors, mais si on peut le faire, il y a des entraînements qui sont conçus, par moi, par d'autres experts, des entraînements express. Alors, on fait ça en 10-15 minutes. On peut faire ça avec les enfants autour de nous. On doit toujours, penser sécurité en premier, mais en général, on a du plaisir. Et je pense que les enfants sont les premiers à s'éclater. Eux, un push-up, c'est le fun. C'est pas comme, ah non, pas un push-up. Ils sont comme, ah oui, OK, cool, je vais faire ça. Alors, des fois, on a besoin de cette énergie-là. Alors, plutôt que de voir ça comme, ah, ben là, je n'aurai pas mon petit moment à moi. OK, ben faisons-le ensemble. Ouais. Puis peut-être que ça, un autre matin, on est en forme, on le fait avant que les enfants se réveillent. Puis c'est des petits entraînements qui sont sur nos ondes. Alors, je pense que c'est une formule qui est gagnante parce que c'est 15 minutes. C'est du cardio, de la musculation, un petit peu d'étirement. C'est pas fait pour être compliqué, ça se fait bien et donc, vite fait, bien fait. C'est ça, parce que si on n'a pas d'équipement nécessairement à la maison, si on n'a pas une grande pièce pour le faire ou si on n'a pas les appareils ou les poids, par exemple, on peut quand même, avec tes capsules, y recourir. Ça peut avoir quand même sa pertinence. Oui, effectivement. Puis, en fait, je fais aucun mouvement où il faut absolument avoir de l'équipement. On a, on peut prendre une serviette, on peut avoir le tapis, on peut faire toutes les variations sans saut. Alors, si on a des contraintes physiques, si on n'est pas top shape, si on ne se sent pas super bien, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et je mets l'accent sur
la technique d'exécution, mais surtout la notion de plaisir et le fait de réaliser qu'on accomplit des choses petit à petit et ce sentiment de bien-être qui vient après l'entraînement, qui est tellement magique et qui, des fois, nous permet de tout de suite se relancer le lendemain. Puis, hey, ça m'a tellement fait du bien, je vais le faire. Tu sais, je vais faire un petit 10 minutes, 15 minutes. Alors, j'invite les gens à essayer ça avec moi parce que c'est sans équipement. Donc, aucune contrainte. Tu sais, il n'y a pas d'excuse. Je veux donner la chance à tout le monde de se dire, je suis capable de le faire. Je peux pas toujours en faire autant que j'aimerais ou peut-être que j'ai pas envie d'en faire tant que ça, mais j'en fais un petit peu pour moi, pour prendre soin des gens autour de moi, pour amuser les petits. Puis d'ailleurs, je me permets de prendre quelques secondes de cette chronique pour te poser cette question-là parce que j'ai repéré ça autour de moi. Moi-même, j'y fais usage parce que, tu sais, je cours, je m'entraîne quand même, je suis assez actif. Mais j'ai développé un côté un peu malsain avec ça. Je t'explique. Les applications qui nous donnent, par exemple, notre rythme cardiaque, les calories, le temps qu'on a fait, on peut parfois, c'est le fun de temps en temps parce qu'on a des amis, fait qu'on peut se développer une communauté, on peut comparer nos temps puis essayer de s'encourager, mais en même temps, est-ce que ça ne devient pas justement un peu malsain? Là où je veux en venir, c'est que justement, OK, j'ai fait moins que mon collègue ou que mon ami ou ma sortie, ma dernière sortie n'a pas été à la hauteur de ce que je voulais. On dirait qu'on en vient qu'à être compétitif, mais envers les autres, que d'abord avant d'être envers soi-même. Donc, j'ai comme, je me dis, OK, là, je suis pas sorti, j'ai pas dépensé autant de calories que la dernière fois, j'ai pas fait, tu vois là où je veux en venir? Et moi, autour de moi, et moi-même, je l'avoue candidement comme ça, je me suis rendu compte que j'ai développé une certaine forme peut-être de dépendance et de même un côté là, un peu amour-haine avec ces applications-là. Oui, je comprends. Tu sais, d'un côté, c'est bien parce que tu as envie de te pousser et on souhaite tous se surpasser. Puis ce qu'on préfère, en fait, comme coach, on aime mieux rappeler aux gens d'être en compétition avec la dernière version, tu sais, de soi. Il y a plein d'avantages. Tu sais, la communauté, c'est le fun parce que des fois, quand tu es moins motivé, là, ça te donne un petit coup. Tu es comme, OK, cette personne-là... Donc, c'est un couteau à double tranchant. Hein? C'est toujours un peu ça. Un peu comme les médias sociaux. Ça peut être super utile. Ça peut être très, très... tu sais, ça peut être quasiment une addiction. Oui. Donc, je pense qu'il faut y aller un peu avec équilibre. Tu sais, se parler puis recadrer un peu à l'occasion quand on est... Moi, je le compare à quand on se compare. Tu sais, dans la vie, des fois, on se compare parce qu'on pense qu'on devrait être à peu près au même niveau professionnellement, personnellement. Puis après ça, il faut juste se rappeler, non, tu sais, moi, par rapport à 5 ans, je fais le chemin que j'ai besoin de faire. Et si c'est un chemin atypique, tant mieux, parce que ça veut dire qu'on est unique, authentique, différent. Même chose en entraînement. Puis c'est correct. Je pense c'est un peu comme à chaque jour, on va dire les obstacles sont différents à chaque jour, à chaque semaine. Puis se connaissant bien, comme toi, tu sais que tu fais ça, on est plusieurs à faire toutes sortes de choses comme ça. Se redire, écoute, la raison pour laquelle je fais ça, c'est pour me faire du bien, c'est pour être en compétition avec moi-même, c'est pour avancer. Est-ce que j'ai avancé cette semaine malgré les obstacles? OK, oui, mission accomplie. La semaine prochaine, je vais faire mieux. Exact. Parce que... Et d'ailleurs, il nous reste 3 minutes, mais je veux quand même aussi te demander comment on en arrive à trouver la bonne application aussi. Parce que, tu sais, des applications de course, comme moi, je cours beaucoup, donc 12-13 km. Mon objectif au prochain est un 15. Alors, comment j'en arrive à trouver la bonne application versus mon sport? Parce qu'elles sont nombreuses pour la course, le vélo ou autres sports aussi, là. Oui, excellente question. Puis on pourrait peut-être en faire un sujet de chronique, les applications pour la course, les applications pour différents sports. Je trouve que ça prend un peu de recherche. Il faut faire des recherches pour ça. Puis il faut toujours faire les recherches avant d'essayer ou d'espérer de faire l'activité parce que si on a 15 minutes pour faire un entraînement ou 30 minutes, puis là qu'on prend 10 minutes pour essayer de trouver l'application qui nous convient. C'est plus long qu'on pense, trouver la bonne application. Puis des fois, il faut en essayer, puis être déçu, puis après ça, les enlever de notre téléphone, puis en remettre d'autres. Mais certainement, on pourra en reparler. Mais je pense que c'est définitivement une question de essai-erreur, puis après ça, aller lire un peu sur le web, voir qu'est-ce que d'autres personnes ont essayé. Exact. Puis peut-être parler aux gens autour de nous qui font les types de sports qui sont semblables à ce
ce qu'on fait. Puis après ça aussi, encourager les Québécois, les Canadiens, parce qu'il y a des belles choses qui se font ici au Québec, au Canada. Oui. Mais il y a plein de belles choses à travers le monde et il ne faut pas exclure ça non plus. Exactement. Puis il y en a qui sont gratuites, d'autres qui sont payantes. Alors, des fois, de voir aussi, justement, est-ce que ça vaut vraiment la peine de payer pour des applications quand on en a des gratuites, tout dépendant où on en est rendu dans notre cheminement. Oui. On pourrait y revenir. Je te lance le défi de nous en trouver quelques-unes, si tu veux bien. Mais entre-temps, je veux et j'impose le défi aux gens de découvrir tes capsules 2 temps, 3 mouvements sur nos ondes, sur YouTube, sur ton site Internet, d'ailleurs. On pourra voir ces nouvelles capsules-là aussi, là. Oui, isabelledominiqueroux.ca. Donc, c'est mon nom au complet, isabelledominiqueroux.ca. Et c'est mes contenus. On en a tourné autour de 140 et les nouvelles capsules sont en diffusion depuis ce matin. Alors, venez me voir, bougez avec moi durant la semaine de relâche. Avec plaisir, puis on se dit à très bientôt pour d'autres sujets aussi passionnants. Puis on s'impose au printemps un défi extérieur ensemble, une chronique extérieure. Oui, on va faire ça ensemble, on va sortir dehors. Effectivement, parler de la parole, tu sais, faire de la parole aux actes, comme on dit. C'est ça. Un grand plaisir, merci. Merci à toi. Oui, ce sera la période de relâche très bientôt, mais rapidement, la routine et rapidement les examens, autant les devoirs pour les jeunes que le devoir des parents d'être près de leurs enfants pour les soutenir, évidemment, dans le quotidien, pour les aider dans leurs devoirs. Ce sera donc significatif, mais aussi depuis de nombreuses années, il y a Alloprof qui est là pour aider non seulement les jeunes, les parents aussi. Il y a des outils qui sont donnés. Et il y a de belles nouvelles les concernant. On a le porte-parole et directeur de la stratégie d'Alloprof qui est avec nous, M. Marc-Antoine Tanguay. Merci d'être avec nous, M. Tanguay. C'est un plaisir. Et donc, belle nouvelle dans la foulée, finalement, de la présentation d'un plan d'action ces dernières semaines par le ministre M. Roberge, le ministre de l'Éducation du Québec. Faut dire que vous avez reçu, donc, de belles nouvelles vous concernant. L'offre chez Alloprof pourrait être bonifiée, là, finalement, pour les jeunes qui nous écoutent, par exemple. Oui, c'est ça exactement. On est évidemment très, très heureux de la confiance que nous accorde le ministère de l'Éducation pour déployer davantage de services. Alors, Alloprof, un rappel, je pense que c'est quand même assez connu, mais on fait de l'aide scolaire à distance depuis 24 ans. Ça a toujours été ça. Et évidemment, depuis presque 1 an maintenant, avec la pandémie, ça a encore plus de raisons d'être parce que ça vient pallier à beaucoup de manquements. Et là, dans les prochaines semaines, on va pouvoir embaucher des profs, être plus présents, déployer des nouveaux services pour évidemment aider les élèves qui en ont particulièrement besoin en ce moment. On parle donc d'embaucher de nouveaux, on disait, de professeurs pour supporter nos jeunes, mais est-ce qu'on va venir aussi, avec cette enveloppe d'argent-là, ces investissements-là, développer du nouveau contenu pour les rendre encore plus, disons, accessibles, ludiques, en quelque sorte? Parce qu'à travers l'apprentissage, il faut quand même que ce soit agréable pour le jeune aussi, là. Exactement. Puis on a toujours beaucoup cru à ça chez Alloprof. C'est important d'avoir du plaisir. On retient beaucoup mieux les choses. On a beaucoup plus de motivation à les faire aussi quand c'est dans le plaisir. Alors, c'est une valeur qui est intrinsèque à Alloprof. Donc, oui, d'une part, on va embaucher davantage d'enseignants. On va doubler l'équipe. On va passer à 200 profs dans les prochaines semaines. Mais on va aussi créer des nouveaux services. Alors, les jeunes vont vivre une expérience plus simple, plus directe avec nos enseignants aussi. Donc, un clavardage intégré dans le site. On parle de nouveaux services comme des espaces collaboratifs où les jeunes vont pouvoir s'entraider, évidemment supervisés par nos enseignants pour être sûr de compléter les explications. Mais c'est ça, on va créer dans le fond de nouvelles façons de faire pour que ce soit surtout pas gênant. C'est souvent ça le problème. Un jeune qui est face à une difficulté, souvent, il va attendre en pensant peut-être que c'est pas grave, en pensant peut-être que plus tard, il pourra toujours la surmonter. C'est mieux de le faire à mesure parce qu'à un moment donné, ça s'accumule puis c'est là que ça devient compliqué. Oui, puis on prend du retard puis c'est difficile de pouvoir rattraper le temps perdu, on va le dire comme ça. Surtout que cette année, avec toutes les circonstances, faire le rattrapage, c'est très ardu pour nos jeunes déjà qui vivent au quotidien quand même de l'anxiété. Ça peut être le cas à la maison aussi pour les parents. Puis justement, est-ce que
pour le parent? Parce que des fois, les parents se sentent un peu démunis. Tu sais, ça fait des fois 20 ans, 30 ans qu'on n'a pas vu la matière. Il y a eu des refontes, il y a eu des... il y a eu beaucoup de programmes qui ont changé à travers les décennies. Moi, ça fait une dizaine d'années que j'ai terminé le secondaire, puis déjà là, je vois et le primaire aussi un petit peu plus, mais je vois mes deux neveux qui sont au primaire. Je vois des choses que moi, j'ai pas appris de la même façon. Donc, est-ce que pour les parents, justement, il y a également des choses qu'on a bonifiées pour les aider aussi? Oui, absolument. Puis, tu sais, il ne faut pas s'en faire pour les parents. Des fois, ça commence tôt. On dit, tu sais, 2 plus 2, ça fait toujours 4, mais la façon d'y arriver a pu changer. Alors, il ne faut pas s'en faire. Je pense que le mieux pour le parent, c'est de ne pas chercher à montrer une autre façon que ce que l'enfant a vu en classe pour ne pas le mêler. Évidemment, les parents sont les bienvenus. Ils peuvent communiquer avec nous comme les enfants, poser leurs questions. On va leur donner des explications. Rappelons que sur le site Alloprof, il y a 25 000 contenus pédagogiques. Là, on peut y aller, les parents comme les enfants, pour se rafraîchir la mémoire, justement. Et on a tout un volet de service pour les parents, des fois pour donner d'autres genres de trucs. Par exemple, si mon enfant est découragé, s'il est anxieux, s'il n'a pas envie de faire ses devoirs, il est démotivé, qu'est-ce que je peux faire comme parent? Parce que ça finit toujours par retomber dans la cour du parent. Mais qu'est-ce que je peux faire? Bien, on a plein de trucs. On a des orthopédagogues aussi en poste qui peuvent aider les parents, les épauler pour toutes ces questions-là qui n'ont pas de réponse aussi simple que 2 plus 2 égale 4. Ah, ça fait pas 6? OK. Non, mais... Mais plus sérieusement, je voulais aussi vérifier avec vous parce que, bon, vous êtes là sans doute depuis quelques années, vous avez vu donc l'enseignement qui a évolué. Je parlais des programmes qui ont changé, mais pour l'enseignant aussi. Tu sais, des enseignants qui ont 20-25 ans, par exemple, de service et qui aident les jeunes depuis ce temps chez Alloprof, on le voit. Il doit y avoir eu une façon d'enseigner, mais de soutien psychologique aussi, ce qu'il y avait peut-être un peu moins à l'époque, j'imagine. Donc, l'évolution pour l'enseignant aussi de la façon d'exposer, de vulgariser le contenu aux jeunes a changé, mais de l'accompagner aussi, c'est quand même quelque chose auquel vous êtes toujours avant-gardiste, d'être à l'écoute des jeunes, je pense. Oui, absolument. Puis c'est vrai dans l'ensemble du réseau scolaire, les enseignants. On a vécu, nous, vous comme moi, dans une époque de cours magistraux, puis nos profs qui étaient bons, là, c'est pas la question, mais c'est vrai qu'ils donnaient des savoirs. Là, c'est beaucoup plus que ça, être enseignant, évidemment. Il faut disposer l'élève à les accueillir, mais même à les découvrir par lui-même. Il y a toutes sortes de stratégies complémentaires différentes qui peuvent être mises en place. Et chez Alloprof, ce qu'il faut, c'est toutes les connaître, parce qu'il faut qu'on s'adapte. Nous, on va aller dans la direction que le jeune voit en classe. Donc, quand il communique avec nous, il faut qu'on reprenne la même méthode, la même approche que son enseignant en classe pour justement pas le mêler et le garder confiant dans cette démarche-là. Oui. Et est-ce que, d'ailleurs, pour vous, comment vous entrevoyez chez Alloprof, mais évidemment par les contacts que vous avez avec les jeunes, comment vous entrevoyez les prochaines années? Est-ce que on va sacrifier cette espèce de phrase ou ce qu'on entend beaucoup dans les discussions liées à l'éducation ces derniers mois avec la pandémie actuelle. On dit on va sacrifier une génération. On a beaucoup pointé du doigt peut-être le manque de rapidité, d'application de certaines choses du gouvernement. Je ne veux pas frapper contre personne. Je ne veux pas être nécessairement là, qu'on soit les messagers ou prophètes de quelque chose de négatif, mais vous, là, vous êtes sur le terrain, vous avez un contact avec les professeurs puis avec les jeunes, justement, à tous les jours. Comment vous entrevoyez ça, l'avenir, la suite des choses pour l'éducation? Je vous avoue que chez Alloprof, on est incapable de ne pas être optimiste. Et on comprend, il y a toutes sortes de choses qu'on peut évoquer qui pourraient mieux se passer probablement. Ça nous a tous pris par surprise, là, la pandémie puis ses conséquences. Mais il faut savoir que sur le site Alloprof, on a une augmentation de 50 % de la fréquentation par rapport à l'année passée. Il y avait déjà énormément de jeunes. Il y avait 60-70 000 jeunes par jour qui venaient sur Alloprof. Maintenant, ils sont plus de 110 000. Les jeunes veulent réussir et c'est ça la clé. Si les jeunes veulent réussir, il n'y aura rien à leur épreuve. En fait, il faut juste s'adapter à eux. Il faut répondre présent quand ils demandent de l'aide, comme Alloprof par exemple. Il faut être là, mais la réalité, c'est qu'ils nous démontrent qu'ils veulent réussir. Ouais. Moi, je suis super confiant, puis toute mon équipe chez Alloprof aussi. Oui. Et moi, de vous faire une petite confidence, évidemment, moi, je n'étais pas très bon en mathématiques. C'est-tu encore le français, les maths, mettons, un jeune appelle chez vous, c'est quelle matière où on a un petit peu plus de difficultés puis qu'on doit peut-être plus porter attention? 70 % des jeunes est dans votre équipe. Ah oui? Oh, yes!
Oui, les mathématiques, ça reste... je ne sais pas si c'est la bête noire, c'est quelque chose de peut-être un peu plus abstrait, c'est peut-être quelque chose qui... En fait, je pense qu'en mathématiques, on le sait rapidement quand on ne comprend pas. Donc, on est peut-être plus porté à appeler rapidement. Mais c'est vrai que les mathématiques, ça reste la matière la plus problématique, on va dire comme ça. Après, il faut les prendre pour ce que c'est. Les mathématiques, c'est un jeu, hein? C'est comme un jeu de devinette en quelque part. Donc, il faut savoir s'en amuser aussi. Là, on revient à la notion de plaisir, mais c'est vrai aussi en mathématiques. Il faut avoir du plaisir, puis ça passe beaucoup mieux dans ce temps-là. Oui, tout à fait. Bon, ben c'est parfait. Je suis content. Ça me rassure de ne pas être le seul et qu'en majorité, ce soit les mathématiques. Monsieur Marc-Antoine Tanguay, porte-parole et directeur de la stratégie là, chez Alloprof. Tous les moyens pour joindre autant votre site Internet, vos plateformes sont actuellement au bas de l'écran. Bravo et on rappelle, c'est bonifié le dimanche. Les services également seront disponibles aussi. Là. On ajoute une journée aussi là, pour les jeunes, les parents qui nous entendent actuellement. Alors, un grand plaisir de vous avoir parlé. Puis bravo pour cette mission chez Alloprof. Je vous remercie infiniment. « 70e cérémonie des Golden Globes. Souvent, c'est présage pour ceux qui gagnent des statuettes aux Oscars, bien sûr, qui vont... puis vous le voyez, hein, actuellement, cette période de l'année, c'est les Oscars. Mais là, évidemment, ça a été décalé, le calendrier de remise de prix, de trophées à cause de la pandémie COVID-19. On va quand même en parler parce que au moment de ce jason, on ne connaissait pas les gagnants ou gagnantes des différentes catégories. Nicolas Vincent Poirier, merci d'être là. Salut, Alex. Donc, on va se prêter à l'exercice au cours des prochaines minutes. Si tu veux bien, je t'ai demandé de faire tes devoirs la semaine dernière. Mais juste avant, en regardant l'annonce des nominations de cela quelques semaines des Golden Globes, donc, on remarquait ceci. Puis évidemment, on n'est pas trop étonné par la plupart des fermetures de salles obscures de cinéma à travers le monde au cours des derniers mois à cause de la pandémie. Mais quand même, je trouve ça pas banal de dénoter que Netflix engrange 22 sélections contre 17 l'an dernier dans différentes catégories réparties. Et Amazon Prime, qui est probablement son principal compétiteur pour l'instant. Oui. Ouais, pour l'instant, dans ce principal, dans cette plateforme de pouvoir écouter des films en ligne, de streaming communément appelé, 7 nominations, avec entre autres le One Night in Miami et Borat 2. Et cette tendance-là de voir cette année exploser les plateformes et de les voir de toute façon apparaître depuis quelques années, ça te dit quoi dans d'ailleurs un gala prestigieux comme les Golden Globes? Tous les galas prestigieux comme ça, les Golden Globes, les Oscars, c'est très politique. Est-ce que c'est le meilleur film de l'année qui va gagner? Pas nécessairement. De toute façon, bon, les goûts, ça se discute pas. Mais il y a toujours, de toute façon, des controverses. C'est ça, parce que, bon, Netflix a un énorme poids dans la balance et le processus pour qu'un film soit nominé comme ça, bien, c'est extrêmement coûteux. Donc, n'importe quel film qui se fait nominer, même ceux qu'on pense, oh, c'est un petit film indépendant. Non, ça veut dire qu'il y a des gros noms qui sont derrière ce film-là parce que ça coûte très cher. Ça coûte très cher et, en tout cas, tout le moins, on a vu la plupart des films qui sont en citation, des performances également des actrices et des acteurs qui se sont démarqués dans ces catégories respectives. Entre autres, on y va parce que c'est un de ceux qui pourraient se distinguer, qui part en tête, le film Mank. Qui, en plus, non seulement dans la distribution, à la réalisation, David Fincher, qui est un de ceux qui rayonne le plus en tant que réalisateur depuis de nombreuses années, mais dans le style aussi. Dans sa facture visuelle. Ah, bien, il y a une explication pour ça. C'est que Mank, c'est le scénariste du film Citizen Kane d'Orson Welles. Et ce film-là raconte le processus pour écrire ce scénario-là. Donc, ça a vraiment comme l'esthétique des films de cette époque-là. Oui, de l'âge d'or, ou on peut l'appeler comme on veut, du cinéma. Et bon, si on y va d'ailleurs avec la performance de Gary Oldman, qui joue justement Herman J. Mankiewicz, qui était le scénariste de ce célèbre film-là dont tu évoquais, de Citizen Kane, je pense, et toi, tu as vu sa performance, qu'il part quand même parmi les favoris, là. Gary Oldman, il est excellent même dans les pires films qu'il a faits. Ah, donc, regarde... c'est une évidence. Si lui gagnerait, oui, c'est logique. Il est excellent dans son rôle. Donc, moi, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il
qui a des bonnes chances de l'emporter. Mais là, je regarde du coin de l'œil, là, je regarde aussi sur mon appareil intelligent dans cette catégorie dont il est aux prises pour la meilleure performance pour un acteur, catégorie dramatique, évidemment. Il y en vient aux prises donc avec Chadwick Boseman. Qui a interprété dans un des rôles clés dans Black Panther, on s'en rappelle, mais joue dans un des films aussi qui est très, très aussi, là, part favori, très aimé par l'Académie visiblement, parce qu'on a reçu plusieurs votes pour appuyer dans d'autres catégories, mais lui pourrait l'emporter donc pour son rôle dans Ma Rainey, soit Ma Rainey Black's Bottom, ou si vous aimez mieux, le blues de Ma Rainey. Est-ce que tu penses qu'à titre posthume, on pourrait y aller... tu sais, performance pour performance, mais quand même... C'est très... Écoute, oui, tout se peut, mais encore une fois, c'est très politique. Et ce film-là, bon, ça raconte... ça parle un peu d'inégalité raciale. Et à cause de ça, à cause de la tension qu'on vit maintenant, et vu que c'est très politique, et Netflix est derrière ce film-là, juste pour ces raisons-là, ça ne m'étonnerait pas, parce qu'on envoie souvent un message... quand on choisit un gagnant comme ça. C'est des messages importants et moi, ça ne m'étonnerait pas du tout aussi. Et en même temps, Trial of the Chicago 7, ça aussi, ça a une bonne... Ça ne m'étonnerait pas que ça gagne comme meilleur film de l'année. Oui, mais justement, parlons-en les 7 de Chicago, peut-être pour ceux également qui l'ont vu sous ce nom, la version française sur Netflix, qui s'est distingué avec ce film-là. On s'inspire d'un événement politique, manifestation, travail policier qui a été un peu, à l'époque, là, pointé du doigt sous des tensions raciales. C'est ramené en des temps de 2020 où il y a eu l'incident de George Floyd, des manifestations également de la casse aux États-Unis ces derniers mois. Donc, un sujet toujours d'actualité. Est-ce que, justement, toi, tu crois qu'il est disons-le, à la hauteur de pouvoir tenir ce rôle-là de grand gagnant, de favori? Oui, parce que non seulement le film est très bien fait, et surtout pour un film qui se passe principalement à la cour, aussi, c'est Aaron Sorkin, c'est sa première réalisation, c'est un grand scénariste, et aussi c'est Spielberg qui est derrière le projet. Ça fait depuis 2006 que Spielberg veut faire ce film-là, et quand il a invité Aaron Sorkin chez lui, Aaron Sorkin n'était pas tout à fait sûr de ce que Spielberg voulait. Là, il a dit Trial of Chicago 7, ça serait le fun. Et là, finalement, Aaron Sorkin est sorti du rendez-vous en ne sachant pas trop quoi faire. C'est pas tout à fait clair, mais au moins, la base a commencé là. Solide avec un Spielberg derrière, là. C'est ça. Sacha Baron Cohen est excellent dans le film. Tout est là. Tous les ingrédients sont là. Est-ce qu'on pourrait dire que Sacha Baron Cohen, d'ailleurs, qui est aussi en nomination dans la catégorie meilleure performance pour un acteur donc musical ou comédie, qui pourrait l'emporter pour Borat 2, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un des acteurs les plus sous-estimés peut-être de sa génération? Ou, je pense que oui, parce que au début, c'est des gags, il a commencé avec des gags, et c'est vraiment avec le temps qui a commencé à bâtir sa crédibilité en tant qu'acteur. Et vraiment, il est excellent dans ses deux rôles. Puis dans ce rôle des 7 de Chicago, qui a un rôle déterminant aussi dans le procès, là, justement, qu'on tente de faire aux jeunes qui ont été manifestés. Là. Aussi, ceux qui n'ont pas été le voir pourront donc faire le rattrapage sur Netflix. Mais ma foi, il est impressionnant. Là. Il est impressionnant, et ça ne m'étonnerait pas non plus que le film Borat 2 gagne comme meilleur film de l'année, comédie ou musical. Et ça, évidemment, avec le côté un peu aussi... il a été quand même un facteur déterminant dans la campagne électorale américaine. Donc, il y a ça aussi sous-jacent, encore une fois, à l'actualité. Que la direction, et comme on en a parlé un petit peu plus tôt avec, entre autres, les 7 de Chicago, le facteur qu'il ne faut jamais négliger, que ça a un impact. Il faut que le film ait une portée, il faut qu'il y ait un message lancé aux différents cinéphiles, puis finalement à la planète entière. Là. Oui, et tu vois, comme meilleure réalisatrice, moi je pense que c'est une nouvelle réalisatrice qui va l'emporter. Emerald Fennell, qui a réalisé le film Promising Young Woman. C'est un film excellent. La réalisation, elle est excellente. Et Carey Mulligan, dans son rôle également, si elle remporte pour meilleure actrice de l'année, ça ne m'étonnerait pas du tout aussi. Promising Young Woman, c'est une histoire de vengeance. C'est une femme qui a vécu un événement traumatique, je ne dirais pas, là. Et elle se venge, mais c'est pas
comme le genre de truc qu'on est habitué. C'est pas commun, là. C'est pas la Punisher ou je ne sais trop quoi. Là. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est un bon drame qui amène qui nous montre une autre côté de la médaille. Ouais. Je vais juste en rester là-dessus parce que je ne voudrais pas dévoiler. Il nous reste plus grand temps, mais moins d'une minute, sauf que je veux qu'en 40 secondes, on parle de Frances McDormand avec le film Nomadland. Elle pourrait l'emporter aussi. Elle est à peu près comme Gary Oldman, c'est-à-dire que tout ce qu'elle touche, c'est excellent. On la voit dans la distribution générique, puis on est sûr que c'est un succès incroyable. Un film que je n'ai pas vu. Moi non plus, que je n'ai pas vu, mais que je me promets de voir. Et avec la justesse qu'elle a, elle peut se permettre de choisir les scénarios, d'ailleurs, qu'elle veut. Elle a ce luxe-là. Elle est un peu comme une Joaquin Phoenix aussi. Ce genre de trempe d'acteurs-là. Oui, qui sont capables de faire autant de la comédie que absolument tout. Donc, ça ne m'étonnerait pas aussi, même si, bon, je n'ai pas vu ce film-là, mais Carey Mulligan, elle est très bonne dans son rôle. J'y souhaite. On voit que tu es vendu à son minois. Je te dis à très bientôt. On va voir si nos prédictions sont véridiques très bientôt. Puis on s'en reparle la semaine prochaine pour une autre chronique. Merci beaucoup d'être passé. Merci, Alex. Évidemment, depuis le début de cette pandémie, on se rend compte à quel point les gens qui travaillent dans le domaine de la santé, notre système de la santé est primordial. Nos anges gardiens, comme le gouvernement Legault les appelle communément et à juste titre. Mais on en voit également la fragilité et puis aussi le besoin de ressources. C'est criant dans tous les domaines, donc dans celui-ci qu'on va parler dans les prochaines minutes avec Mme Linda Vaillant, qui est pharmacienne et directrice générale de l'APES, c'est l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. Madame Vaillant, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Merci de m'accueillir. Ça fait un grand plaisir de vous, justement, avec un sujet qui est tellement pertinent, tellement important ces jours-ci. Donc, ce manque de pharmaciens d'établissements qui se fait sentir partout au Québec, mais dans la région de Laval, comment on peut dresser le portrait tout d'abord? Oui, bon, mais voilà. Alors, on vient de révéler les résultats d'une enquête qui date du mois d'avril 2020. Fait que ça fait à peu près 1 an, mais ça n'a pas beaucoup changé comme portrait général. Alors, globalement, au Québec, il faut comprendre qu'il manque de pharmaciens d'établissement à la hauteur de 19 %. Fait qu'on a un poste sur 5 à peu près qui est vacant. Dans la région de Laval, ce taux-là est un petit peu inférieur. On est plus autour de 12 %. Fait qu'on parle de 5 postes vacants sur un total de 43. Fait qu'on est quand même dans une situation de main-d'œuvre qui est fragile, globalement. Et quand on parle de pharmaciennes, de pharmaciens d'établissements, ça, c'est pas nécessairement celles qui sont dans nos quartiers, là. C'est dans les centres de santé, par exemple. Oui, tout à fait. C'est une très, très bonne question parce qu'il faut comprendre qu'il y a 10 000 pharmaciens au Québec. Il y en a seulement 1 700 dans le réseau public de santé. Donc, c'est 17 % à peu près du groupe qui se retrouve là. C'est une formation, d'ailleurs, qui est un peu différente. Fait que c'est important de le mentionner. Premier cycle en pharmacie pour tous les pharmaciens du Québec. Ceux qui se dirigent vers le réseau public de santé font un 2 ans supplémentaire de maîtrise. Donc, c'est ce groupe-là en particulier qui se dirige et que nous, on représente, qui sont dans les établissements de santé. Donc, c'est des pharmaciens qui vont s'occuper de toute la médication qui est donnée aux patients hospitalisés. On peut penser aux patients en chirurgie, soins intensifs, la chimiothérapie, par exemple, les cliniques externes aussi, pour certaines cliniques. Donc, c'est eux qui sont au cœur de la préparation et de la sécurité des médicaments, mais aussi auprès des patients et des équipes médicales pour appuyer les équipes dans tout ce qui concerne la médication de manière plus pointue, ce qui est nécessaire, les effets secondaires, les interactions médicamenteuses, le calcul, par exemple, de la fonction, le rein du patient, est-ce qu'il fonctionne bien, le foie du patient, est-ce qu'il fonctionne bien, pour bien ajuster les doses. Ouais. C'est ça le rôle, en gros, des pharmaciens. Donc, un travail qui se fait directement avec, par exemple, les infirmiers, infirmières, les médecins, qui donnent des diagnostics. Il y a vraiment là, un travail qui se fait en équipe pour pouvoir assurer la sécurité, la santé, évidemment, des patients qui sont dans les centres de santé sur le territoire lavallois. Et donc, ce manque de main-d'œuvre, les impacts que ça a, est-ce que ça a plusieurs volets, les impacts sur le terrain pour vous? Oui, c'est une très bonne question. En fait, il y a vraiment 2 impacts. Je vous dirais que d'abord, c'est sûr que le fait qu'il manque de main-d'œuvre, ça veut dire que ceux qui sont là travaillent plus fort. Ouais. La semaine de travail de base, il y a plus d'heures. Okay? Tout le monde a une semaine de base de 40 heures, auxquelles s'ajoutent les heures supplémentaires. Plus de soirs, plus de fin de semaine, plus de garde, plus de rappels en service, ça donne quand même une charge de travail qui est plus lourde pour le personnel qui est en place. Plus d'épuisement, donc? Éventuellement, plus d'épuisement. Puis avec la situation de la COVID, on pourrait revenir, mais c'est particulièrement lourd à l'heure actuelle, spécifiquement pour les pharmaciens. Donc ça, c'est l'effet sur les équipes en place. Maintenant, il y a évidemment un effet aussi sur les patients.
dans le sens où les pharmaciens ne peuvent pas être déployés dans les équipes partout. On vient de dire qu'ils sont dans les équipes de soins, c'est les bras droits des médecins. Ils ne peuvent pas être partout où ils devraient être. Je peux peut-être donner un exemple pour illustrer. À la salle d'urgence. Si on est une personne âgée qui ne se sent pas bien et qui se rend à la salle d'urgence, qu'est-ce qu'elle va faire? Très rapidement, à la maison, souvent on ouvre la pharmacie, on prend tous les médicaments, on met ça dans un sac, on part à l'urgence. Si un pharmacien à la salle d'urgence, son travail avec lui, ça va être de prendre ce sac, sortir tous les médicaments, commencer par regarder tout ça et se demander si ce qui amène le patient à l'urgence, c'est un problème d'ordre médicamenteux. Il faut commencer par ça. Ensuite, si le patient doit être hospitalisé, bien, le pharmacien il va accélérer le traitement de l'hospitalisation en s'assurant que les médicaments sont prescrits, que ce sont les bons, les bonnes doses, etc. Ça ne met pas en conflit entre d'autres médicaments, par exemple, pour mettre en danger ça pourrait être un problème d'interaction qui amène un patient à l'urgence qui aurait causé un effet secondaire. Alors, ce genre de choses-là, c'est ce que le pharmacien va faire. Donc, présentement, au Québec, on a une salle sur 2 d'urgence qui n'a pas de pharmacien. Donc, ça, c'est un des exemples. Donc, la conséquence, là où il n'y a pas de pharmacien, c'est qu'évidemment, les équipes doivent pallier le manque de pharmaciens. Ça peut ralentir aussi un peu le traitement quand même de ces patients-là. Un autre exemple peut-être important que je pourrais vous donner, puis ça touche aussi votre territoire parce que vous avez évidemment des CHSLD. En CHSLD, les patients prennent beaucoup de médicaments. On a une enquête, nous, qui révèle que les patients en moyenne prennent 11 médicaments différents par jour. OK? Là-dedans, il faut penser qu'il y a probablement des médicaments qui ne sont peut-être plus utiles ou qui causent plus de tort que de bien. Ça, c'est un travail qui doit être fait par le pharmacien. Le pharmacien doit passer à travers toute cette pharmacothérapie et se demander ce qui pourrait être retiré chez le patient pour éviter des conséquences négatives, comme un patient qui tombe, par exemple, qui chute et qui se fait une fracture. Parce qu'un patient qui tombe et qui se fait une fracture, il retourne à l'urgence, il est en salle d'opération, il retourne en réadaptation, il revient au CHSLD. C'est des coûts énormes au plan humain, c'est des coûts énormes pour le système. Pour le système, puis qui est fragilisé déjà, on l'abordait déjà de façon marquée, on peut le voir. Est-ce qu'il y a des solutions? Moi, j'ai le goût qu'on parle de solutions. On a parlé de ce qui a amélioré. Maintenant, si on s'articule vers la direction de notre discussion vers donc les solutions, je prends un exemple qui est concret, mais c'est dans le cas des infirmières et des infirmiers que j'ai été témoin à Trois-Rivières, entre autres. Il y a l'UQTR là-bas, il y a donc il y a un endroit où on forme donc à l'université évidemment donc les infirmières et les infirmiers, et on a donné des bourses aux jeunes infirmières et infirmiers en échange du temps qu'ils s'impliquent donc à l'hôpital pour tenter justement d'alléger le travail colossal que font déjà les infirmiers et infirmières à bout de souffle. Est-ce que dans un contexte de votre réalité à vous, ça pourrait s'appliquer à des jeunes, peut-être qu'il leur reste 1 an d'études pour venir aider, supporter déjà les pharmaciennes et les pharmaciens, voilà? Oui, bien, ce qui se fait en soins infirmiers, ça se fait déjà en pharmacie depuis 15 ans. Alors, on a déjà des bourses de ce type-là. Milieu des années 2000, à peu près que ça a commencé, donc ça existe déjà. Ce qu'il faut, en fait, là, véritablement, à notre avis, c'est d'être compétitif avec les pharmacies de quartier. On a dit tout à l'heure que la grosse majorité des gens, des pharmaciens au Québec, travaillent dans les pharmacies de quartier. 80 des pharmaciens se retrouvent là. Donc, il y a une grosse compétition avec le secteur privé. Alors, ce qu'il faut, c'est être attrayant, compétitif. Puis, un des enjeux qu'on a en pharmacie d'établissement, c'est que les salaires ont été bonifiés par un paquet de mesures qui sont temporaires. Ce qui fait que, mettons, dans la région de Laval, le salaire des pharmaciens représente pour 20 là, une rémunération qui n'est pas garantie. Donc, on leur donne leur salaire. On dit aux jeunes qui viennent travailler, mettons, à Laval, bon, ben voilà, c'est ça que tu vas gagner comme pharmacien d'établissement, mais tu as un 20 là, qui pourrait être retranché. Il y a une échéance à ces mesures-là et on ne sait pas vraiment ce qui va arriver. Et est-ce que, justement, aussi, le salaire peut... Je veux parler de la région de Montréal qui est à côté. Là. On en fait partie parce qu'on est à Laval quand même, mais par exemple, je travaille à Montréal dans un autre endroit, un autre établissement, je pourrais être payé plus cher. Est-ce qu'il y a ça aussi qui vient en ligne de compte, qui vient peut-être un peu déranger pour garder la main-d'œuvre? Non, c'est pas ça. En fait, Montréal a exactement la même rémunération qu'ici et a le même problème, avec même une pénurie un petit peu plus élevée encore que Laval. Donc, en fait, l'enjeu, il est plus... Au niveau provincial, il y a de la variabilité dans le salaire. Là, vous avez raison, mais c'est prévu dans l'entente de travail pour des régions plus éloignées. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que le salaire soit fiable. Parce que, imaginez-vous le jeune qui a fait ses 4 ans de pharmacie, on l'embauche dans une pharmacie privée comme pharmacien salarié, il faudrait qu'il choisisse d'aller faire 2 ans de plus en formation de maîtrise pour finir par gagner un salaire qui n'est pas garanti. C'est ça qui est embêtant. C'est 20 à Laval, il y a des endroits où c'est 50 du salaire qui n'est pas garanti. Fait que c'est très difficile d'attirer des gens puis de leur dire, bien, dans 1 an ou 2, le gouvernement peut tout remettre ça en question et retrancher une portion de salaire. Et en moins d'1 minute, le dialogue, comment se fait-il actuellement avec le gouvernement Legault, le ministère de la Santé plus précisément? Oui, bien, il n'est pas amorcé. Alors, il devrait s'amorcer dans les prochains jours. Formellement, on a une négociation à faire parce que notre
L'entente est échue depuis le 31 mars 2020 et on est en attente d'amorcer la discussion avec le ministère de la Santé. Mais en tout cas, vous êtes très convaincante. Vous avez des bons arguments. Je pense que j'espère que ça aura une bonne écoute de la part du gouvernement Legault parce qu'on a besoin de vous. C'est un travail essentiel parmi plusieurs dans le domaine de la santé. Madame Linda Vaillant, pharmacienne et directrice générale de l'APES, donc l'Association des pharmaciens et des établissements de santé du Québec. Je reprécise. Merci beaucoup de nous parler de ce cas très important. C'est moi qui vous remercie. Oui, bien là, il faut que je le dise, avant d'ouvrir cette chronique, cette entrevue avec Louise Labrec, qui est d'ailleurs styliste, ben je me suis fait replacer le collet par Daniel, mon collègue. Je suis content. Il m'a comme sauvé la vie, surtout devant une styliste d'expérience et connue comme donc auteure Louise Labrec. Merci d'être avec nous. Je précise votre dernier livre aux éditions La Presse, bien sûr. Vos vêtements parlent. Oui. Et justement, comment est venue l'idée de ce livre-là? Est-ce que c'est parce ça fait un an qu'on fait du télétravail puis qu'on s'habille en mou puis le monde et sont tenus de croche? Non, premièrement, ça fait longtemps que j'ai le sujet en tête parce que, veux pas, quand on s'habille, on émet tout de suite un message. Hein? Puis ce message-là peut être perçu de différentes façons, de façon très positive ou de façon très négative. Ouais. Donc, moi, j'ai eu le goût d'aller plus en profondeur sur ce qu'est le vêtement. C'est quoi l'image qui dégage? Puis aussi, comment faire de cette image-là? Comment s'approprier l'image pour que ça devienne, le vêtement devienne notre allié? Tu sais? Okay. Ça fait suite à mon premier livre, qui est Secret de style, aux éditions La Presse aussi, qui a été publié il y a 10 ans, puis qui est un best-seller, je suis très fière de dire, parce qu'au Québec, c'est pas facile, exact. Surtout un sujet niché comme ça. Mais donc là, c'était... Le premier livre, c'est vraiment sur l'art de s'habiller, tous les trucs, la silhouette, les couleurs. Mais là, c'est vraiment comment aller se trouver. OK. Comment trouver son style, puis comment s'habiller facilement. Et l'évolution, vous avez dit, il y a 10 ans, maintenant, 2020, mais 2021, naturellement... L'évolution des Québécoises, des Québécois, de comment s'habiller. L'évolution de la mode. Oui, de la mode aussi, mais est-ce qu'on s'habille bien au Québec? Est-ce qu'on a du goût? Sais-tu quoi? Oui, on s'habille bien. Oui? Et quand on compare, si on compare Montréal, Toronto, Québec, il y a une différence. On voit la différence, puis c'est pas la même façon d'approcher le vêtement. À Québec, les femmes sont très coquettes, mais les hommes aussi. Ils ont toujours été très coquettes, puis ils vont aller par kit. OK. Ils aiment que ça matche. mais ils mettent souvent les mêmes kits, non? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas, mais on aime que ça matche. Le chandail, les couleurs, tout ça. À Montréal, on a plus une approche plus européenne. On va oser plus des styles, vraiment des mélanges de matières qui vont être intéressantes. Et puis, si on prend vers tout le Canada anglais, c'est... C'est quoi son drap, son plat, son beige, son... Non, c'est que c'est un petit peu plus laissé aller. Il y a moins de... Il va y avoir beaucoup de fleuris, je pensais que tu allais dire, il y a beaucoup de mou et de chandail à coton ouaté. Est-ce que... Aussi, mais ça dépend dans quel... Mais ils sont moins coquets, si tu veux. Ils ont moins cette approche européenne et cette approche coquette. Okay. Fait que chacun, on a vraiment tout notre style. Puis dans le livre, c'est ça. C'est vraiment d'aller chercher son style qui nous est propre parce que Veux pas, on va se le dire. Mais comment on le trouve, ce style-là? Comment on en arrive à trouver sa propre identité vestimentaire pour pas copier d'autres? Premièrement, il faut comprendre l'importance du vêtement. Quand tu as compris ça, puis ça, c'est la première partie du livre, j'en parle, j'ai des études. Il y a beaucoup de psychologues, de sociologues, d'ethnologues qui sont penchés sur le sujet, puis ça remonte pas. Mon sujet date pas d'hier, là. Hein? Si on monte même au début du siècle, on parlait déjà de l'importance du vêtement. Donc, comprendre ça, puis quand on le comprend, bien, on est capable de dire, bien moi, là, ce matin, j'ai le goût d'être plus professionnel, j'ai le goût d'être plus ci, j'ai le goût d'être plus ça, j'ai le goût d'être plus sympathique, j'ai le goût d'être... C'est savoir quel message tu peux envoyer. Me sentir beau, belle... Ou pas belle. Tu sais, non, mais il y en a des fois, ça te tente pas, là. Tu disais, moi, là, ça me tente pas de la party-là, puis je m'habille pas. Ouais. Bon, mais ça va paraître. mais est-ce que, je me trompe, mais il y a même un effet de sociologie où presque on peut aller, tu sais, comme vous avez parlé t'as parlé des ethnologues et tout
ça. Oui. Mais le fait qu'il y a aussi des modes qui sont cycliques et qui reviennent. Tu sais, Oui. les jeans troués, les fameux jeans Oui. troués du mouvement grunge, par exemple, des années 90. Les chemises à carreaux qui sont revenues, les lumberjacks, de ça, quelques années, on parlait... Ça revient. Ça revient. Ça revient constamment. Comment on interprète ça aussi? Bien, ça, c'est parce que puis ça, c'est fascinant. Ceux qui aiment justement l'histoire et ceux qui aiment la mode, bien, suivre l'histoire de la mode, c'est vraiment suivre l'évolution d'une société. Puis moi, je veux dire, la pandémie, là, ce que ça fait, là, ça va faire une grosse, grosse différence après. Puis même maintenant, on regarde notre garde-robe, puis on ne sait pas trop, on dit maintenant, ça me convient plus. Tout ce qui est trop chic, tout ça, ça me convient plus. Là, on s'en va vers quelque chose de plus mou. Sobre, ouais. Plus sobre, mais aussi qui nous fait bien, qui nous donne confiance et qui nous donne un style authentique. Puis c'est ça, le style vestimentaire des années à venir, 20, là, en route. Oui, là. c'est vraiment une identité personnelle. Parce qu'il s'est même développé des leggings ou des pantalons coton ouaté qui sont presque rendus chics. Là, je veux dire, il y a des créateurs là, qui se sont... Ah, mais ça fait... Oui, mais on dirait qu'on les voit plus parce que... De plus en plus, il y a plus de marques qui ont son... Ben, c'est parce que... on passe notre moitié de temps, c'est ça? C'est ça, oui. Parce qu'on est en mou. Fait que c'est pour ça que notre garde-robe, on va porter peut-être le veston, mais avec un pantalon plus mou, peut-être un coton ouaté en dessous, des choses comme ça. C'est juste une... La garde-robe va se changer. Puis c'est ça que j'explique dans mon livre, comment justement aller chercher ça, parce que nous, on a changé. Ben oui, on évolue. Nous, on a changé, ben oui. Nous, on a évolué. Donc, c'est pas vrai que notre garde-robe, quand on la regarde, on se dit, ben, il me semble qu'elle me ressemble plus. Puis c'est ça que les femmes, ils viennent me voir, ils disent, Louise, je me retrouve plus, je sais plus quoi mettre, je sais pas. J'ai dit, oui, mais tu as changé. Aussi. Alors, il faut que tu changes aussi avec ta garde-robe. ton style de vêtements. Oui. Mais c'est ça, il y a des Isabelle Boulay dans le livre, bon, Pénélope McQuaid aussi. Mais là, je veux justement, comme ces vedettes-là, ces têtes d'affiche-là, me prêter au jeu. Je me suis dit, tiens, il me reste un peu de temps, certain. Donc là, je veux une styliste, n'aie pas peur de me rentrer dedans. Si c'est pas selon les normes ou si tu dois changer quelque chose. Mais moi, je vais te dire le message que tu envoies. Oui. OK? Oui. Parce que c'est vraiment ça. Premièrement, on voit que tu es coquet. OK, Tu aimes, tu as le souci de bien t'habiller, tout ça. Mais il y a peut-être un souci du détail que j'ai manqué? Exactement. OK. Mais peut-être c'est en toi, c'est ta personnalité. Peut-être. Parce que peut-être la chemise, Oui. C'était un peu moins. quelqu'un qui est très minutieux l'aurait repassé. Oui, j'avoue que j'étais un petit peu peut-être ce matin. Mais c'est peut-être ta personnalité qui est comme ça. Non, d'habitude, je suis quand même pas mal là-dessus. Okay. Mais j'avoue que ce matin, je me suis dit un petit peu en retard. Tu m'as dit d'être... Tu fais bien, puis continue. Puis la chaussure aussi. Oui, là, elle est un petit peu... la chaussure la aussi. La neige un peu fait son œuvre. C'est ça. Fait que peut-être un petit chiffon, tout ça, puis ça montrerait juste que tu as le souci du détail. OK. Fait que, comme je dis, c'est ça. Fait que, tu vois, là, moi, je te connais pas, c'est la première fois, mais ton vêtement a parlé. Effectivement. Puis, mais je vois que tu as quand même un souci du détail, que tu aimes ça, que tu es un gars moderne. Puis aussi, tu as un peu de fantaisie en toi parce que tu as choisi une chemise avec des flamands. Oui, des flamands, effectivement. Donc, je pense que tu dois être un peu d'avoir le sens de l'humour. Oui, Est-ce beaucoup. Oui. Non, voilà. Là-dessus, comme. Fait que dans le fond, c'est l'adage qui dit dis-moi, c'est quoi donc? C'est moi qui tu aimes, je te dirais ou ce que t'aimes, non, je te dirais. Non, c'est pas le moi. C'est pas. L'habit fait pas le moi. Oui, l'habit fait pas le moi, c'est ça. Oui, mais il y a comme un autre adage qui dit dis-moi ce que t'aimes comme. Mettons, on pourrait le transposer du fait dis-moi ce que t'aimes comme habillement, je te dirais ce que tu es. Qui tu es, exactement. Qui tu es, là. Exactement. Mais ça, là, donc, tu vois, dans le livre, c'est ce que j'explique. Quand on comprend ça, bien, on est capable d'orienter notre style vestimentaire avec ce qu'on veut que le message passe. Puis aussi, savoir que, bien, moi, ce que j'aime, je suis un petit peu rebelle. OK? Moi, ma personnalité, je suis extravertie, mais j'ai un petit côté rebelle. Fait qu'il va toujours avoir un petit côté rock dans mes affaires. Puis il va toujours avoir un petit côté qui va peut-être être un petit peu plus. Là, les lunettes sont c'est quand même... C'est ça, tu vois, il y a un petit côté comme ça. Donc, mais veux pas, si je m'en vais, je sais pas moi, escalader la montagne, bien, je vais avoir de la misère un petit peu parce que je vais vouloir qu'il y ait un petit côté qui me ressemble. Qui te ressemble, oui. Fait que c'est ça. Mais c'est à retenir, mais en tout cas, aux éditions L'Approche, j'ai beaucoup aimé l'exercice. Merci. Reviens souvent à préparer mes kits. Je pense que je vais t'engager d'avance pour faire ma garde-robe. En tant que styliste, bien sûr, on peut te retrouver, Louise Labrec, comme auteur, mais bien entendu, aux éditions La Presse. Vos vêtements parlent. Regardez votre garde-robe, là. Connaissez-vous donc l'organisme, mais la mission, je pourrais ajouter, de donc Chaîne de vie. Elle est présidente et fondatrice de Chaîne de vie. Elle est avec nous. Lucie Dumont, donc merci d'être avec nous.
Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Peut-être préciser ce que c'est Chaîne de vie pour ceux qui nous écoutent et qui découvrent justement cet organisme, la mission aussi à l'instant. Absolument. Chaîne de vie, c'est un organisme qui vise essentiellement à éduquer tous nos jeunes au Québec au don d'organes en milieu scolaire. Les jeunes en milieu scolaire, on parle de jeunes de 4e, 5e secondaire. Alors, ils vivent dans le cadre de leur cours d'anglais, une unité pédagogique qui se déroule sur une période de 3 semaines à raison de 2 cours par semaine. Et puis, les jeunes sont amenés à prendre une décision éclairée au regard du don d'organes et d'amener la discussion en famille. Puis, d'ailleurs, des ambassadeurs, je peux le dire comme ça, de Chaîne de vie, c'est un homme incroyable qu'on connaît tous les deux. On peut se permettre donc d'être un peu plus personnalisé, de pouvoir aussi bavarder concrètement sur Ghislain Morissette, qui est un ancien collègue de travail, mais un ami aussi que j'affectionne beaucoup. Et son histoire est véritablement inspirante et celle de son fils aussi est vraiment, je pense, porteuse d'espoir et lumineuse. Hein? Absolument, absolument. Dans le cadre de Chaîne de vie, il fallait trouver une histoire d'un jeune qui était décédé, une famille qui n'avait pas discuté des volontés du don d'organes. Le but, c'est de démontrer toute l'importance d'amener cette discussion en famille. Et le premier cours traite essentiellement de démystifier les mythes qui entoure le don d'organes. Et le deuxième cours de Chaîne de vie dans le programme, c'est d'étudier une histoire, puis de vivre une histoire où la famille n'avait pas discuté. Et c'est celle du fils de Ghislain Morissette, Vincent Belland, qui est décédé malheureusement d'une escalade, d'une ascension d'escalade à Squamish, à Vancouver. Et Vincent, la famille, écoutez, c'était terrible. Ils sont amenés au chevet de Vincent à Vancouver. Et on voit un jeune qui est maintenu avec un respirateur et on doit prendre cette décision-là. On offre à la famille l'option du don d'organes. Et ça a été vraiment difficile et ils ont accepté. Et Vincent a sauvé 6 vies grâce à la famille qui a dit oui au don d'organes. Alors, c'est pas rien. Et je sais que il y a un jeune garçon qui était en attente d'une greffe du foie et à Vancouver, on a la possibilité immédiatement de communiquer avec la famille. J'ai vu la lettre qu'un jeune de 14 ans avait écrit pour dire merci à la famille Belland, à Morissette Belland pour le don, parce que ça l'a vraiment, ça a sauvé sa vie. Sauvé sa vie. C'est ça, et touché, puis effectivement, ça a sauvé. Puis maintenant, ben il y a quand même je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais il y a une partie de Vincent qui survit encore. Il est encore présent grâce à, justement, on parlait de 6 vies, donc c'est quand même pas rien. Une histoire qui est vraiment qu'on doit répandre, qu'on doit raconter. Et justement, comment doit-on commencer ce dialogue pour aborder la question? C'est quand même un sujet qui est délicat selon nos origines, selon nos croyances, donc, comment on en arrive à ouvrir le dialogue sur cette question? Toutes les recherches, Alex, démontrent que c'est important de déboulonner les mythes. Alors, il faut prendre le temps d'en parler, de discuter, de le présenter, puis d'en discuter de tous ces aspects, soit de la religion, qu'il n'y a pas d'âge, par exemple, pour donner ses organes. Vous savez, le plus vieux donneur, l'an passé, 92 ans. 92 ans au Québec, qui a sauvé, grâce au don de foie, une personne que les médecins, on pense encore que les médecins ne feront pas tout pour sauver la vie. La mission première des médecins, c'est de sauver la vie des gens. Alors, c'est vraiment dans une situation unique de mort cérébrale où on peut, où les gens peuvent devenir donneurs potentiels. Et c'est très, très rare. Seulement 1% des gens décèdent dans ces conditions-là. Donc, les gens pensent qu'on décède puis on peut donner ses organes. Ben non. Il faut décéder en mort cérébrale. Et c'est que vraiment, il y a plus de sang. Le cerveau a eu un coup et il est enflé.
il y a tout le processus inflammatoire et il y a plus de sang qui circule et on peut maintenir la personne sous respirateur et les organes sont maintenus, sont oxygénés, donc on peut les transplanter, mais c'est la destruction totale du moment que le cerveau manque de sang. Les cellules sont totalement détruites et c'est seulement dans ces conditions-là où on peut offrir à la famille l'option du don d'organes. C'est ça, évidemment, le tout souvent, c'est dans quelques heures, quelques minutes qu'on a ce choix qu'on doit faire. C'est assez rapide, c'est rapide, hein? Ouais. Oui, le temps, on parle d'heures, là, mais c'est vraiment dans une période, une question d'heure, effectivement. Et donc, c'est pourquoi, lorsque la discussion a eu lieu, il y a eu les appréhensions, les mythes, les mauvaises compréhensions du don d'organes ont été discutées, été amenées. Et quoi de mieux que l'éducation? Ben oui. Quoi de mieux que prendre le temps d'amener nos jeunes, d'en discuter? Puis les jeunes nous disent, Madame, on avait signé notre carte, mais on savait même pas pourquoi on avait signé ça. Maintenant, notre signature prend tout son sens. Maintenant, je vois la valeur de cette signature, puis l'importance d'aller à la maison, puis d'aller en discuter, puis de dire à mes parents mes volontés. Et ça nous permet également de permettre à nos parents et à notre famille, vice-versa, de savoir. Puis on peut, pour peut-être les personnes plus âgées, je parle adultes, de le coucher sur testament, de le préciser, de signer la carte de don d'organes, mais le temps file quand même un petit peu rapidement, Mme Dumont, mais je veux quand même qu'on précise que je crois que vous avez un nouveau site là, pour en connaître davantage sur le don d'organes. Très contente que vous amenez le fait qu'on vient tout juste, après 1 an de travail, de lancer la semaine dernière le nouveau site de Chaîne de vie, un site bilingue, un site qui est rempli d'informations. On a vraiment fait un travail, je pense, de haut de gamme, de présenter à la population toute la mission de Chaîne de vie et tout le volet éducation au niveau du don d'organes, don de tissus, don vivant. Et c'est vraiment de façon dynamique, interactive. Je vous invite vraiment à aller visiter chaînedevie.org et aller voir la richesse pour en connaître davantage. Puis, évidemment, d'ouvrir le dialogue. Vous avez des vidéos, il y a des spécialistes aussi en transplantation. Il y a des témoignages aussi. On parlait du témoignage plutôt justement de Ghislain Morissette qu'on connaissait, de l'histoire très touchante là, avec Vincent, son fils. Mais il y a toutes sortes d'histoires comme celle-là qu'on peut raconter qui sont peut-être inconnues, mais ce sont des gens qui, par leur action, leur pris des décisions qui ont pu sauver des tonnes de vies. Alors, c'est important de pouvoir aller voir ce site-là, qui est d'ailleurs, j'ai consulté, qui est effectivement rempli de ressources et aussi d'informations pour sensibiliser, faire de la prévention aussi. Donc, et ouvrir la discussion. Alors, c'est chaînedevie.org. Un grand plaisir de nous avoir parlé, Mme Lucie Dumont. Je rappelle, vous êtes présidente et fondatrice de Chaîne de vie. Ça a été évidemment très signifiant de s'en parler parce que c'est un sujet qui est toujours d'actualité. Absolument. Un immense merci. Merci à vous. Au revoir. Voilà, je vous souhaite une belle semaine de relâche. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une autre édition de Pour votre information. Je prends le temps de vous rappeler les moyens pour nous joindre. tvrl.ca, notre page Facebook pour acheminer vos sujets, entre autres communautaires, de société, ce qui vous préoccupe ici sur le territoire lavallois. On est toujours prêt à les entendre, à vous écouter. Je remercie pour la recherche Manon, Dan et Dan, les caméramans, et à la réalisation Alain. Et on se dit à très bientôt. Et n'oubliez pas notre bingo tous les dimanches, 9h30, 3 500 $ à gagner, dont 2 500 $ pour la carte pleine. Allez, à bientôt.